parler d'une de mes trilogies favorites et ce sera l'objet de cette vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre. Cette trilogie, je vous en ai parlé à maintes reprises depuis que j'ai commencé ma chaîne parce qu'il me semble que je l'ai commencé juste après avoir lu le premier tome, en tout cas un mois après. J'ai lu le 2 et le 3 dans la foulée et franchement je ne regrette rien, comme dirait Edith Piaf. Cette trilogie, vous en avez forcément entendu parler sur beaucoup de chaînes, qu'elles soient françaises ou anglaises, parce qu'elle est plutôt très populaire et qu'elle intrigue quand même pas mal les foules. Il s'agit donc sans surprise de Miss Peregrine et les enfants particuliers, puisque de toute façon c'est indiqué dans le titre. Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est donc une série de 3 livres qui compte une histoire très particulière et qui a eu tendance à soulever pas mal de questions. Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, j'ai entendu pas mal de gens qui se posaient des questions sur le contenu du livre. Est-ce que ça faisait peur? Est-ce que c'était bizarre? Est-ce que c'était facile à lire? Est-ce que c'était accessible finalement? Et est-ce que ça allait leur plaire? C'est des questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo parce que c'est une trilogie que j'ai adorée du début à la fin. Tout est génial dans ces livres, en tout cas pour moi. Et je vais essayer de vous la présenter, toujours sans spoiler parce que c'est mieux. Et j'espère de tout cœur que si vous ne l'avez jamais lu, j'aurai réussi à vous tenter. Comme souvent dans mes vidéos, je vais faire un petit rappel du résumé parce que c'est toujours plus intéressant de savoir de quoi le livre parle quand on veut s'y intéresser. Moi je sais que j'aime ne pas trop en savoir sur les livres parce que j'ai toujours peur de me gâcher un petit peu la surprise. Donc je vais vous proposer deux résumés, un très succinct que j'ai souvent fait dans mes vidéos et un petit peu plus complet si jamais vous avez envie d'avoir plus de détails sur l'histoire. Je vous préviendrai simplement quand je donnerai ces détails supplémentaires si vous ne voulez pas les entendre. Pour ce qui est du résumé le plus simple possible, il s'agit donc de l'histoire de Jacob qui a, il me semble, 16 ans dans cette histoire, qui vit aux États-Unis, dans une famille plutôt aisée. Ses parents s'occupent pas tellement de lui, il a pas tellement d'amis non plus, mais il a un grand-père avec qui il a grandi et ce grand-père lui a toujours raconté des histoires de son enfance. Faut savoir que son grand-père était en fait un rescapé de la Seconde Guerre mondiale et que, enfant de parents déportés il me semble, il a été transporté dans un pensionnat au Pays de Galles où il a été gardé avec d'autres enfants sur une île. Abe, c'est le nom du grand-père de Jacob, lui a donc raconté son enfance dans ce pensionnat avec tous les amis qu'il s'était fait et avec plusieurs photos à l'appui, il a toujours raconté à Jacob son enfance avec ces enfants-là et les dons particuliers qu'avaient ces enfants. D'après les photos que lui transmettait son grand-père, certains enfants avaient une force surnaturelle, d'autres avaient une apparence complètement délirante, certains pouvaient léviter et il a toujours montré ces photos à son petit-fils en lui racontant que ces histoires étaient vraies. En grandissant, Jacob s'est un petit peu détaché de l'histoire de son grand-père qui avait tendance à être un petit peu bizarre. Tout le monde dans la famille pense qu'il perd en fait un peu la tête. Jacob s'est dit que les enfants avaient comme particularité d'être des rescapés de la Seconde Guerre mondiale et que les personnes qui leur voulaient du mal dont lui parlait son grand-père n'étaient pas des monstres bizarres mais plutôt les nazis. Jacob va donc peu à peu se détacher de toutes les histoires que lui racontait son grand-père, va essayer de grandir et de se détacher de tout ça. Sauf qu'un jour son grand-père va être massacré. Son grand-père est retrouvé éventré et Jacob ne se remet pas du choc qu'il a vécu en découvrant son grand-père comme ceci. Suite à ce fameux choc, son psychologue qu'il suit après tous ces événements va lui recommander de se rendre sur l'île dans laquelle a grandi son grand-père parce que cette histoire trotte beaucoup dans la tête de Jacob et l'obsède beaucoup afin d'exorciser un petit peu tous ces démons et essayer finalement d'en savoir plus dans l'enfance de son grand-père et probablement d'exorciser toute cette douleur et de s'en remettre plus facilement. Ça, c'est pour le résumé le plus succinct. Je me sens un peu obligée de vous donner ces détails parce que sinon c'est vrai que c'est très vague et c'est pas forcément un résumé qui pourrait vous donner envie de vous pencher sur l'histoire. Là, on va passer au résumé un petit peu plus complet, c'est-à-dire que je vais juste pousser l'histoire un petit peu plus loin. Donc si jamais vous ne voulez pas savoir ces détails, je vous recommande d'attendre. Je vais pas vous donner tellement plus de détails, mais je tiens à vous dire qu'en arrivant sur cette île, Jacob va retrouver le pensionnat de Miss Peregrine, l'institution dans laquelle son grand-père a grandi, qui a été ravagée en fait suite à la guerre, qui s'est pris en fait plusieurs obus sur la tronche, hein, on va dire ça comme ça. Donc il n'a plus rien de l'aura fantastique et magnifique que lui décrivait son grand-père, il est plutôt carrément effrayant, il y a pas mal de choses cassées. Il va rentrer dans ce pensionnat et il va retrouver des photos un petit peu similaires à celles que lui montrait son grand-père. Et comme vous vous en doutez, puisqu'il s'agit d'un roman l'air de rien fantastique, les histoires que lui contait son grand-père ne sont pas forcément fausses. J'en dirai pas plus parce que ce serait quand même un petit peu vous gâcher la découverte. J'en ai déjà un peu trop dit je trouve à mon sens, même si il y a beaucoup plus que ce que je viens de vous dire dans le roman. La saga est donc composée de 3 tomes. On a donc Miss Peregrine et les enfants particuliers qui est le tout premier tome. Le deuxième livre qui est aussi sorti en France s'appelle Holocity.
Et le dernier tome de la trilogie qui n'est pas encore sorti en France mais qui est sorti aux États-Unis s'appelle Library of Souls. Je n'ai pas de date de sortie pour ce troisième tome, je suppose qu'il sortira cette année, en tout cas je l'espère pour vous parce que j'ai franchement adoré le lire. Et les couvertures très particulières de cette saga de bouquins vont forcément entraîner la première question que j'ai beaucoup entendue à son sujet. Est-ce que ces livres sont effrayants? C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu par exemple dans les book hauls de pas mal de monde qui se demandait après avoir reçu ou acheté ce livre, est-ce que je vais franchement m'y mettre parce que ça a l'air effrayant. On nous parle d'un manoir abandonné et probablement de tout le mystère qui l'entoure et pas mal de gens vont peut-être avoir comme première idée en tête les fameux films d'horreur avec les fantômes qui peuplent les châteaux ou les monstres qui pourraient y vivre. Honnêtement, cette saga de bouquins n'a rien à voir avec un bouquin d'horreur. On n'est vraiment pas dans ce domaine-là. Ça n'a rien d'un livre d'horreur. Il n'y a pas de scène sanglante, il n'y a pas de glauque à ce point-là. Ce n'est pas faire peur le but de ces livres. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vraiment avoir peur au cours de cette lecture est la chose qui vous freine le plus, je pense que vous pouvez passer outre parce que c'est franchement pas si effrayant que ça. Évidemment, il y a des scènes qui sortent de l'ordinaire, qui peuvent vous paraître un petit peu glauque ou macabre, mais ça va être le glauque ou macabre du Tim Burton. Et franchement, même si certains peuvent être un peu mal à l'aise face à cet univers, c'est plus dans le domaine Tim Burtonesque, on va dire, ou Tim Burtonien. C'est plutôt quelque chose qui va être différent, esthétiquement différent, l'aura sera différente, mais ne sera pas effrayante ou repoussante. Cette saga ne reprend pas du tout les codes de l'horreur. Le but n'est pas de vous faire peur à chaque page ni à chaque chapitre. Ce n'est pas non plus de voir disparaître chacun des personnages au fur et à mesure comme le ferait un slasher. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus du roman fantastique qui a effectivement des aspects un peu sombres, mais pas du tout un roman d'horreur. Cette question entraînera forcément une autre question qui, pour moi, à mon sens, est beaucoup plus correcte pour qualifier ce livre. Est-ce que cette saga de romans est un peu bizarre? Oui, clairement, elle est un peu bizarre. Pour moi, c'est un petit peu un ovni littéraire. J'ai pas beaucoup vu d'autres livres dans ce style-là. La construction de ce livre est complètement spécifique. L'évolution des personnages est très particulière. Le monde qui a été créé est vraiment unique. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Là où c'est bizarre, c'est qu'effectivement, il faut vous faire à cet univers et en plus, il y a ce fameux élément qui est propre au livre. Ce sont les photos d'époque qui ont été incluses dans le récit et que vous retrouvez au fur et à mesure des livres. Il y en a dans chaque livre, il y en a un petit peu partout selon l'histoire et selon les personnages finalement et les lieux que vous allez rencontrer. Elle se trouve là, elle peuple l'histoire et franchement c'est génial. Ce sera peut-être ça qui est qualifié de particulièrement bizarre dans cette saga parce que c'est un ovni, moi j'ai jamais trop vu ça. Faut savoir que l'auteur a construit son histoire finalement autour de photos qu'il a glanées dans des marchés aux puces, chez des antiquaires, en fait chez des professionnels et des amateurs du genre. Ce sont des photos qui s'apparentent pas mal au phénomène de foire des années 1900 et fin 1800. Ces fameuses bêtes de foire qu'on exposait dans des cirques, par exemple les femmes à deux têtes, les femmes à barbe, les hommes contorsionnistes, ce genre de choses là. Ce sont des photos d'époque qui ont parfois été retouchées à l'époque, il y a des retouches qui se voient qui datent de ces époques là et d'autres qui ont été un petit peu altérées pour les besoins de l'histoire. Ces fameuses photos vous pouvez les retrouver sur chacune des couvertures, celle-ci en est une. Comme vous pouvez le voir, on a une jeune fille qui lévite. C'est vraiment ça pour moi qui fait la particularité de l'histoire. L'auteur a décidé en voyant ces images de construire une histoire. Ce que je trouve franchement génial parce que du coup les photos s'intègrent parfaitement dans l'histoire, elles servent toujours le contenu et elles vous embarquent vraiment dedans. C'est très immersif et c'est l'un des points positifs et absolument uniques pour moi dans cette saga de romans. Dans le genre image chelou, nous avons par exemple celle-ci qui est plutôt soft puisqu'il s'agit juste d'un portrait d'une personne. Celle-ci est aussi assez particulière je trouve, si vous saurez remarquer le détail particulier, n'hésitez pas à faire pause, moi je trouve qu'il se voit mais j'ai lu les livres donc j'ai les détails. Quand je vous parlais d'images qui avaient probablement été retouchées à l'époque, celle-ci en fait sans doute partie. C'est vraiment le style d'image un petit peu bizarre qu'on a au fur et à mesure du livre, mais qui sert l'histoire parce que c'est vraiment intégré dans l'histoire. C'est ça, je pense, plus le contenu de l'histoire qui donne cette aura un peu bizarre et que j'ai tellement adoré retrouver parce que c'est tellement différent de ce qu'on peut lire habituellement. C'est tellement unique, c'est tellement particulier que franchement, rien que pour ces critères-là, je vous recommande de vous intéresser à cette saga de bouquins. Du coup, est-ce que cette histoire un peu bizarre est compliquée à lire ? Pour ce qui est du style d'écriture de l'auteur, c'est pas franchement un livre que je vous recommanderais de lire en anglais si vous n'êtes pas familier avec la langue. Ça c'est vraiment pour l'aspect terre à terre, parce que le langage est relativement soutenu. C'est pas forcément la chose la plus simple quand on débute l'anglais. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, je vous recommande plutôt de commencer cette saga en français. Sinon, pour la fluidité de lecture, franchement je suis très facilement rentrée dedans.
parce que c'est très immersif, que l'auteur fait en sorte vraiment de vous happer dedans. Déjà à l'aide des photos, mais en plus à l'aide du contenu et sa façon d'écrire, les événements qui s'y trouvent. Moi je suis tout de suite entrée dedans, j'ai aimé l'humour qui s'y trouvait parce qu'il y a aussi un peu d'humour hein, heureusement. J'ai aimé le contenu, j'ai aimé les rebondissements, j'ai aimé les surprises qui s'y trouvaient. Niveau fluidité de lecture, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, l'auteur en tout cas est doué, il a des vrais talents de conteur. Malgré tout, j'ai entendu pas mal de, entre guillemets, plaintes au sujet du premier tome parce qu'il est vrai qu'il y a une grosse partie d'installation de l'histoire. Il faut mettre tout cet univers en place et effectivement, c'est pas le tome le plus chargé d'action. On va vous présenter l'univers de cette île, on va vous présenter le passé du grand-père, les histoires qu'il contait, le point de vue de Jacob évidemment, ça compte énormément. On va vous présenter tout ça et c'est vrai que le temps que ça se mette en place, ça peut prendre un petit peu de temps et l'action se trouvera pas forcément tout de suite dans l'histoire. Moi ça m'a pas du tout dérangé parce que justement j'étais très fan de cette aura bizarre et unique. Et je vous recommande de pousser la lecture parce qu'elle est vraiment très chouette et les tomes qui suivent sont vraiment très poussés et vraiment développés. Il n'y a pas de tome de transition, le deuxième tome n'est pas un tome de transition, on a vraiment de l'action. Dans le deuxième et troisième livre, il y en a énormément et je trouve ça génial parce que c'est vrai que souvent quand il y a une trilogie, le deuxième tome est un petit peu en dessous et là c'était pas du tout le cas, je suis encore plus tombée amoureuse de la saga avec le deuxième tome. Ensuite vient une question qui découle forcément des précédentes, est-ce que l'histoire est compliquée? Oui, c'est un petit peu compliqué. C'est pas du tout insurmontable, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits éléments et tout un univers à prendre en compte et à intégrer finalement, qui est très particulier, qui a été construit de toutes pièces par Ransom Riggs, donc il faut l'intégrer pour bien comprendre toute l'histoire, mais c'est très bien expliqué, tous les détails sont apportés au bon moment et donc normalement il n'y a aucun souci pour bien les intégrer. Maintenant c'est évident que si vous faites une pause entre chaque livre, il y aura peut-être un petit temps d'adaptation qui sera nécessaire, mais l'auteur et les éditeurs français ont très bien repris cette idée que je trouve parfaite pour une trilogie. C'est-à-dire qu'au début du deuxième tome, on a repris les personnages principaux, on vous présente une image de ces personnages principaux parce que vous pouvez les visualiser clairement à l'aide de photos, ce que je trouve énorme. Franchement, même si là votre imagination ne fait pas tout le travail, je trouve ça chouette de nous présenter des personnages. Et dans le deuxième tome, on vous représente les visages de ces personnages, leurs noms et un petit peu leur caractère, leurs traits principaux. Pour exemple, voici ce qu'on peut trouver au début du deuxième tome. Du coup, je trouve ça génial pour se remettre un petit peu l'histoire en tête, ce qui est très rare dans des sagas. Et là, vu qu'elle est très particulière aussi, je trouve ça énorme. C'est très bien fait, je trouve ça génial d'avoir inclus finalement ceci qu'on a très rarement et pour se rappeler les histoires des fois c'est un petit peu compliqué. On recherche un peu sur internet et relire le livre on n'a pas toujours envie ou le temps de le faire tout de suite. Donc ça c'est top. Maintenant au-delà des questions qu'on peut éventuellement se poser sur la saga, moi je vais vous parler des choses que j'ai beaucoup aimées même si globalement j'ai tout aimé dans cette saga. Il y a vraiment deux points principaux qui font que cette saga est pour moi un énorme coup de cœur, que je pense que je l'aimerai toujours, que je la relirai probablement. L'une des premières choses que j'ai beaucoup aimé ce sont les personnages. On a une grande galerie de personnages, beaucoup de personnages que vous allez rencontrer au fil des tomes. On vous présente toute une galerie de personnages qui sont tous différents, qui ont tous leur histoire, qui ont tous leurs particularités et qui vont forcément faire le charme, je trouve, de cette saga. Tous les personnages vont avoir une utilité, ils sont pas là pour meubler finalement, ils ont tous un rôle à jouer dans cette histoire, ce que je trouve génial parce que c'est pas forcément le cas. Dans les trilogies ou les romans jeunes adultes, c'est vrai qu'on a souvent un ou deux personnages principaux, souvent des triangles amoureux. C'est pas le cas ici et j'en suis très contente. Au-delà des personnages qui sont donc très variés, ce que j'aime énormément et ce qui fait que j'aimerais sans doute cette trilogie pour très longtemps, c'est son côté immersif. Comme je l'ai dit, la construction de l'univers faite par Ransom Riggs est très poussée. On a plein de détails, on a ces fameuses photos qui vous embarquent immédiatement dans l'histoire parce que visuellement ça reste. Donc déjà ça joue, mais en plus l'univers, les détails apportés par l'auteur, les enjeux qui sont mis en place, les personnages et ainsi de suite, tout ça rend cette histoire très immersive et c'est vrai que j'ai eu du mal à me détacher de ces romans. Après les avoir lus, ils sont restés très longtemps en tête. Ce sont deux critères qui sont pour moi fondamentaux parce qu'une bonne histoire bien immersive, bien construite et des personnages qui la servent sont forcément gages de qualité. Ce sera forcément quelque chose qui va vous plaire et vous entraîner dans l'histoire. La raison pour laquelle je fais aussi pas mal de comparatifs avec Tim Burton, il va adapter le premier livre en film qui devrait sortir à la fin de l'année 2016. Apparemment c'était prévu en mars, mais ça a été repoussé pour l'arrivée de Kung Fu Panda 3, ce que je trouve absolument révoltant. J'espère en tout cas que Tim, tu ne feras pas de conneries avec l'adaptation de ces livres, parce que je les aime. En tout cas, comme j'ai dit, j'espère que je vous ai tenté avec cette trilogie. N'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci si vous l'avez déjà lue. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine fois, et salut!